Aïe, aïe. Bonsoir, 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 cher ami. Bonsoir à ceux qui, ceux qui ont l'habitude de me suivre, hein, que ce soit en direct, que ce soit en différé, que ce soit à l'instant présent ou bien que ce soit un temps, que ce soit ultérieurement. Je vous recevais mon salut fraternel et je vous renouvelle pas à l'occasion même, mais toutes mes amitiés et surtout ma fraternité. Donc voilà, c'est aujourd'hui, nous sommes le jour de grâce, le 24 novembre 2025. Ça fait un certain temps que je m'étais promis de venir ici vous entretenir, venir parler, venir comme d'habitude essayer un peu de partager avec vous de ce que voilà ma vision, mon expérience des choses et surtout ma manière de voir. Donc, où est Clarisse? C'est la première à me dire bonsoir. Je lui dis aussi bonsoir, bonsoir. Porte-toi bien, Clarisse. Porte le prénom d'une amie assez chère qui se trouve du côté de Calgary au Canada. Ça faisait un certain temps, voilà, qu'on n'a pas eu l'occasion de parler. J'ai pas eu l'occasion de me présenter à vous ici pour discuter, enfin pour essayer de pour essayer, comme j'ai dit tantôt, de vous présenter ma manière de voir l'évolution des affaires politiques du Cameroun. Je ne l'ai pas fait, c'est pas parce que l'envie n'y était pas, c'était juste que les circonstances ne s'y prêtaient pas. Il n'y avait pas d'occasion, je n'ai pas eu quelque chose je dis, quelque chose d'exceptionnel, un fait nouveau qui aurait pu changer ce que j'avais eu à dire la fois précédente. Enfin, un fait nouveau qui aurait suscité une nouvelle apparition de ma part. Donc, tout ce qui se passe depuis ces 24 heures-ci vient me conforter, vient m'imposer cet exercice-là aujourd'hui. Donc, je vais le faire en étant le plus franc. Je crois pas que j'ai déjà été, le manque de sincérité n'est pas un trait que vous allez trouver chez moi. Je vous dis toutes les choses franchement, telles qu'elles se présentent et à froid. Donc, nous avons vu depuis les 24 dernières heures, les 48 dernières heures, ça va un peu de partout. Des gens qui ont déjà tiré, qui ont déjà, je vais dire quoi, enterré la lutte qui est la nôtre, qui sont déjà lancés dans d'autres, qui sont déjà trouvés d'autres horizons. En fait, ces gens-là, ces personnes-là ont-elles jamais été avec nous? C'est une question à laquelle je n'ai pas encore pu trouver réponse. Je n'aime pas citer déjà, mais il y a le plus vocal des personnes qui, je vais dire, qui ont plus ou moins suscité ma sortie de ce jour. C'est le très vaillant Wilfred Ekanga. Je l'ai suivi lancer un défi, il a donné, voilà, le fameux 48 heures, il est venu donner 48 heures à ceux qui supporteraient Chiroma. Voilà, il a lancé un défi que je trouvais un peu loufoque là, sur la place publique. Il a moqué certaines sorties d'Issa Chiroma. Il a continué jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'à son dernier post. Hein. Ça tourne toujours autour de ça, d'une certaine forme de raillerie, de moquerie, qui, je trouve, qui n'honore pas la personne. Une nouvelle expression, un nouveau vocabulaire sorti de son lexique, c'est gambien. Gambien, apparemment, c'est pour dire tous ceux qui supporteraient Issa Chiroma. Mais bon, on va y arriver. Mais en attendant, on va aller progressivement pour essayer on va commencer d'abord par planter le décor, présenter les enjeux et puis essayer de tirer
certains enseignements de tout cet exercice-là. Donc, nous avons vu ici, la dernière fois, on va dire, le président Issa Chiroma, il est sorti du Cameroun, on va dire, le 2 novembre. C'est le 2 novembre, hein, je dis, enfin, vous pouvez être même encore beaucoup plus précis. Si vous voyez son dernier discours, son dernier message qu'il a fait, où il appelait aux villes mortes le 3, le 4 et le 5 novembre, vous regardez cette vidéo, vous allez voir que le décor, c'est un décor habituel, qui était de celui de sa résidence de Garoua, que nous avons appris à connaître un tout petit peu à travers ses sorties précédentes. C'est tout de suite après ça, cette sortie, ce mot d'ordre-là, que le président Issa Chiroma a été exfiltré du pays. J'ai déjà eu à présenter les circonstances, les contours de cette exfiltration-là pour vous montrer que cette sortie a été faite contre la volonté de ceux qui sont à Yaoundé. Ok, ils n'y ont pas du tout collaboré. Au contraire, c'est une exfiltration qui a été imposée. Si cette infiltration a été imposée, c'est-à-dire que ce n'était pas des forces supérieures à celles qui sont à Yaoundé. Donc, laissez les histoires de que Issa Chiroma est parti négocier sa sortie avec les gens du régime, c'est eux qui l'ont protégé, c'est eux c'est eux qui auraient organisé sa sortie du Cameroun. Laissez tout ça, ça vient pour vous convaincre encore de ce que je suis en train de dire. Regardez la communication officielle de ce régime-là, depuis cette période. Donc, quand il lance le mot d'ordre des villes mortes de 3, 4, 5 novembre, vous regardez ce que le communicant officiel de ce régime-là, c'est les Raoul Christophe Biya, c'est les Onana, Obama, autant pour moi, c'est les Bruno Bidjan. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'on a arrêté Issa Chiroma. Qu'est-ce qu'on a dit? Il y a d'autres qui sont allés jusqu'à dire qu'il était mourant. Que regardez-le, il est malade, il n'est plus, hein, il est mourant. D'autres nous ont dit qu'il est coincé là-bas chez lui à Garoua. D'autres sont venus dire qu'il a fui. Parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne maîtrisaient pas les enjeux, ce qui s'est passé. Je vous dis encore, à la différence du président Maurice Kamto, Issa Chiroma et Paul Biya, ils sont tous issus d'une certaine école, et juste tous deux du regard bienveillant du même parrain, le parrain ici qui est en la France. Et c'est donc dans ce contexte-là, si vous voulez qu'on commence à citer, à donner parler des forces en présence, c'est sous l'impulsion de la France, sous l'ordre de la France, l'organisation opérationnelle, l'organisation, la planification et la mise en œuvre opérationnelle de l'exfiltration d'Issa Chiroma de Garoua pour Yola au Nigeria a été fait exclusivement par la France. C'est la France qui a organisé tout cela. Je dis encore, en tenant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tenu compte de l'avis du régime. Rien n'a été coordonné avec le régime, tout a été fait tout cela leur a été imposé. C'est donc dans ce contexte-là que le président Issa Chiroma arrive vers le 2 novembre, je dis le 1er novembre à Yola au Nigeria. Et vous entendez le 2, ah tiens, on a arrêté Issa Chiroma. On aurait arrêté Issa Chiroma. On a vu ça couru sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens, Boris Berthaud en a communiqué dessus, des gens sont sortis, ils ont parlé, et puis pour dire tout de suite après que non, rien ne s'est passé. Non, justement, Issa Chiroma, c'est le moment où il arrive, où les autorités nigérianes découvrent qu'il est sur leur territoire. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'abord eu un peu ce temps d'incertitude là, qui a fait que c'est revenu au Cameroun qu'on aurait mis la main sur le président Issa Chiroma. Non, c'était juste qu'il était là de manière temporaire, de transit et tout. Et c'est en ce moment que les autorités nigérianes apprennent et, bien entendu, comme ils sont dans une
dans un rapport de collaboration, d'échange d'informations entre les services camerounais et les services nigérians. Les services nigérians informent ceux du Cameroun que le président démocratiquement élu du Cameroun se trouve sur le territoire. Qu'est-ce qu'on fait? Oh non, arrêtez-le, vous nous le envoyez. Les Nigérians, s'ils sont un peu essayés, comme je vous dis, ce qui a amené Issa Chiroma au Nigeria dépasse une force supérieure à celle du Cameroun et celle du Nigeria. Voilà pourquoi est-ce que Issa Chiroma n'a jamais été inquiété au Nigeria, quand bien même il y avait la volonté de le faire. Et vers cette date-là, j'étais sorti ici pour venir vous dire que oui, il nous a donné un mot d'ordre 3, 4 et 5 novembre. Nous sommes à la date où je faisais ma sortie, j'ai dit ok, il n'y a pas d'éléments nouveaux. C'est pour vous dire qu'il y a des contraintes qui s'imposent aussi à lui. Et je suggérais en ce moment-là pour dire ok, et pour moi c'était dans cette continuité opérationnelle-là que j'avais suggéré, s'il m'écoutait, si ma voix pouvait porter jusqu'à lui pour dire ok, étant donné l'équilibre géostratégique de l'environnement dans lequel nous nous trouvons, Centrafrique, qui est totalement dépendant du Cameroun, le Tchad, totalement du Cameroun pour tout ce qui est trait à leur importation et exportation de leurs produits, le Nigeria qui est dans une situation aussi quasi d'interdépendance sécuritaire avec le Cameroun vis-à-vis de tout ce qui concerne notamment la lutte contre Boko Haram, qu'il était important que le président démocratiquement élu du Cameroun sorte de ces zones qui le contraignent, qui l'empêchent d'agir, qui restreignent sa mobilité et aille un peu plus au nord. Et quand j'ai demandé d'aller plus au nord ici, c'était entrer dans la zone de l'AES, aller principalement au Niger. Le Niger, pourquoi? Parce que au niveau des peuples, c'est toujours des peuples Peul, des populations Peul qui s'y trouvent, comme Issa Chiroma. Donc, on ne peut pas dire qu'il serait dépaysé en allant au Niger. Deuxième avantage de ça, c'est que ça lui mettait dans une zone, comme on dit, dans un espace de liberté beaucoup plus accrue. Parce que nous sommes maintenant dans un espace qu'on appelle l'AES, qui essaye un peu plus, avec plus ou moins de bonheur, de se rendre indépendant, de se libérer. Donc, la position de la France n'est pas prégnante, les Américains moins actifs et tout. Donc, ça donne une certaine marge de manœuvre, un espace de liberté qui aurait pu être utilisé pour mieux coordonner la lutte au Cameroun. Bon, les choses se sont passées, toujours comme ça s'est passé là. On nous a appris depuis 2 jours que le président Issa Chiroma est en Gambie. Voilà. D'où donc maintenant de savoir la question qui se pose de savoir quelle est la signification de la présence d'Issa Chiroma en Gambie. Est-ce pour dire que, comme beaucoup de gens ont déjà commencé à dire, ouais, s'il arrive en Gambie, c'est toujours parce qu'il est en négociation avec le pouvoir. Vous avez bien vu, le pouvoir gambien a dit qu'il compte sur le Nigeria, collaborer avec le Nigeria, négocier avec Yaoundé pour trouver une issue à son passage en Gambie. Bon, moi je dis, il n'en est rien de tout ça. Mais commençons d'abord par planter le décor. Ici, qu'est-ce qu'il en est? D'abord, avant même qu'on y arrive, je sais aussi à travers cet exercice de répondre à beaucoup de personnes dont la voix porte. Certainement, une d'entre elles ici, c'est Wilfried Ekanga, qui a depuis un certain temps entamé l'hymne de la faim. Okay. On les voit jubiler, contents que Issa Chiroma soit en exil. Pour eux, cet exil-là signifierait la fin du combat qui est le nôtre. On a aussi entendu un certain Franklin Nyamsi venir dire que, ah oui, il est là-bas, si vous voyez que le gouvernement de Biata a sorti depuis, c'est parce que Issa Chiroma en négociation avec Bia. En 2018, Bia n'était en négociation avec personne. Il a été proclamé élu en octobre 2018
il a prêté serment, il avait prêté serment le 6 novembre 2018, et son gouvernement est sorti le 4 janvier 2019. Donc, vous voyez, il y a toujours des illuminés comme Franklin Nyamsi, des gens qui sont toujours spécialistes de la parole, mais en termes de mise en place opérationnelle de leur discours, totalement nul. Je dis encore, en 2019, bien ne négocié avec personne, mais son gouvernement a mis 3 mois pour former un gouvernement. Donc, prendre le fait, l'inaction, le côté sénile de l'homme Biya comme étant un argument, une justification du fait qu'il sera en négociation avec Issa Chiroma, je trouve que c'est très léger. C'est très léger. Mais bon, on va y arriver. Je dis, allons-y méthodiquement. Quand on est ici, nous sommes tous retrouvés derrière Issa Chiroma, comme je le dis. Ce n'était pas par adhésion. Ce n'est pas parce que Issa Chiroma nous avait présenté un programme qui faisait de lui la personne vers laquelle on devait aller, mais c'était juste un choix de rejet. Nous tous, nous connaissons ce que l'alternative, c'était soit Issa Chiroma, soit Biya. On s'est donc dit, ok, on va faire de Issa Chiroma notre leader. Et c'est ça même le jeu de l'élection. Quand on va à une élection, on n'est pas dans une relation binaire, du tout, c'est du tout ou rien. Soit j'aime complètement le candidat que je choisis, soit je ne l'aime pas du tout. Ok? Dans le jeu démocratique, il y a une certaine logique qu'on va appeler en logique informatique la logique flow. Ok? On peut aimer un peu, on peut aimer pas du tout, un peu, beaucoup, à la folie. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés derrière Issa Chiroma parce qu'ils aimaient un peu Issa Chiroma. Un peu Issa Chiroma. C'est ça dont maintenant qu'on ne peut pas parler ici du leadership. Il ne faut pas confondre le leadership à la dictature. Un leader à un dictateur. Quand on va, pour essayer de présenter, si tu es aussi toujours dans le décor, de planter le décor. Ok? Issa Chiroma est devenu notre leader par la force des choses. Le leadership, qu'est-ce qui différencie le leadership d'une dictature? Je suis obligé un peu d'être pédagogique ici pour un peu essayer de présenter les choses, pour que les gens essayent, ne vous distraient pas, ne vous racontent pas des conneries, comme j'entends le professeur Franklin Nyamsi raconter toujours, comme j'entends depuis un certain temps Wilfred Kanga aussi raconter. Le leader ici, il y a 4 caractéristiques essentielles. Ce qui fait un leader, on va le juger sur 4 dimensions. La source de son autorité. Ok? Vous allez voir ici qu'un leader, généralement, c'est quelqu'un qui jouit d'une certaine influence personnelle et c'est cette influence-là qui se reflète sur les autres. Ok? On suit un leader par admiration, par respect, ou bien même par adhésion à la vision, parce qu'on a une vision partagée avec ce leader-là. Pour le cas d'Issa Chiroma ici, là, beaucoup de gens sont partis derrière lui. La vision partagée ici, ce n'était pas vision partagée. On déteste le régime Biya. Quel est parmi les 12 candidats qui nous restent là, celui qui a cette vision en commun avec nous? Je parle ici là pour ce qui me concerne, hein, principalement, et je peux éteindre ça au plus grand nombre aussi, sans risque de me tromper. Cette vision partagée de détestation du régime Biya fait que, bon, nous tous, on s'est mis derrière Issa Chiroma. Ok? Donc, quand on s'est tous mis derrière Issa Chiroma, on s'est dit, ok, on fait de lui notre leader. Donc, maintenant aussi, quelle est l'autre qualité qu'on recherche ici, là, l'autre dimension sur laquelle on va juger un leader? On va juger un leader par ses méthodes d'action. Un leader motive. Un leader mobilise, un leader influence. Et encore, je dis, je suis toujours en train de répondre ici à beaucoup qui sont ici sur Facebook, les Wilfred Kanga, les Franklin Nyamsi et consorts. C'est tout ce que nous faisons ici. Nous tous qui nous sommes présentés sur la place publique ici, là, sur Facebook, avec nos téléphones, pour parler aux populations camerounaises.
C'est que nous avons trouvé en nous, nous nous sommes sentis chacun dans ses prétentions comme étant des leaders. On sent qu'on peut influencer, on sent qu'on peut mobiliser, on sent qu'on peut motiver. Sauf ça qu'on prend notre téléphone, comme je sais que je suis en train de faire là actuellement, pour atteindre ces 3 objectifs-là. Et c'est ce que nous attendons aussi du leader Issa Chiroma que nous avons suivi. OK? Et si vous voulez, vous pouvez mettre ça en contraste avec le dictateur. Vous allez voir que le leadership est l'exact opposé de la dictature. Donc, je ne vais pas parler de Biya, parce que lui, il est l'opposé total de ce que je suis en train de présenter là. Donc, maintenant aussi, une autre chose aussi qui va caractériser le leader ici, c'est le rapport avec l'humain, les gens qui le suivent. Quand on va voir un leader, il cherche avant tout l'adhésion, il cherche la responsabilisation. C'est ce que nous avons vu ici depuis tout au moins 2018, quand on va parler de leadership. Qu'est-ce que Maurice Kamto n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il ne nous a pas dit? Tous les pas, tous les actes qu'il a toujours posés, ça visait à susciter ces deux trucs-là. L'adhésion et la responsabilisation. La responsabilisation ici, pour l'illustrer, c'est ce que Maurice Kamto a dit lors de son dernier séjour à Paris. Si en 2025, ça échoue, ça ne serait pas la faute d'un quelconque leader, c'est Maurice Kamto. Ou bien dans le cas qui nous concerne ici, là, Issa Chiroma, ça c'est la faute de ce peuple-là. Ça c'est la faute du peuple. Ça c'est votre faute. Parce que vous refusez de vous responsabiliser. Il n'y a aucune personne au Cameroun aujourd'hui, pas Maurice Kamto, pas Issa Chiroma, qui a le bâton magique pour dire ok, il va aller renverser Paul Biya. Il va aller chasser Paul Biya à Yaoundé. Le leader a besoin justement de ceux qui le suivent pour pouvoir y arriver. Ceux qui vont le suivre par adhésion, s'ils le suivent par adhésion, c'est que ce sont des personnes qui sont responsables, qui peuvent poser des actes sans attendre un quelconque mot d'ordre d'un leader. Voilà le troisième point. Je suis toujours en train de répondre à ceux qui croient que Issa Chiroma, le fait qu'il soit en Gambie ici, là, c'est un problème. Je dis non. Enfin, on va y arriver. Donc, le quatrième et dernier point sur lequel on peut juger un leader ici, là, c'est l'impact émotionnel. Vous allez voir que, quand je vous ai parlé ici, là, de l'adhésion, le leader cherche à créer de l'enthousiasme. Il cherche à créer un engagement durable pour ceux qui le suivent. J'ai dit, je suis obligé de revenir là, de me faire un peu pédagogique, un peu long ici, là, justement pour pouvoir montrer qu'il y a beaucoup de gens qui rejettent leur échec personnel, collectif même, sur un leader qu'ils auraient désigné, chez qui ils se seraient déresponsabilisés en leur confiant l'essentiel de leur lutte. Ok? On attend d'un leader, au sens camerounais vitem, celui qui va venir inspirer, celui qui va venir mobiliser, celui qui va venir motiver. Mais justement, quand il inspire, on attend de lui aussi qu'il doit se mobiliser lui-même. Hein? Il oublie qu'on veut, le leader nous demande, nous donne la direction, nous montre la direction. Il a besoin des gens pour suivre. Pour faire chasser, pour faire tomber Biya, il faut manifestement et inéluctablement que les Camerounais décident qu'aujourd'hui, le moment est venu de faire partie Biya. Il n'y a aucun leader qui peut le faire à la place des Camerounais. Aucun. Donc s'il y a échec, ça ne peut pas être l'échec d'un leader. Ça ne peut pas être l'échec de celui qui a inspiré. Ça ne peut pas être l'échec de celui qui a motivé. Ça peut pas... voilà ce que je voulais dire. Donc, une fois qu'on a présenté ça, ce que c'est que le leadership, est-ce qu'on peut dire, est-ce maintenant raisonnable d'attendre du leadership, d'un leader qui soit présent sur le terrain? Voilà tout le problème. Il y en a qui ont vu, dès qu'ils ont appris qu'Issa Chiroma était en Gambie, ils ont commencé à jubiler. Et c'était, parmi ceux qui jubilent, on va trouver beaucoup de ceux qui sont toujours sentis offusqués quand les gens restaient au Cameroun en leur disant, je dis ceux-là, c'est ceux qui motivaient sur Facebook
ceux qui demandaient, qui essayaient d'ouvrir, d'éduquer les Camerounais sur une certaine prise en conscience du gouffre dans lequel ils se trouvaient, qui les motivait à se rebeller, à se révolter contre cette triste réalité-là. Ils s'offusquaient du fait que beaucoup de gens leur disaient au Cameroun que venez faire ça ici sur place, on voit alors. Venez faire ça ici sur place. Mais aujourd'hui, quand ils entendent que Issa Chiroma n'est pas au Cameroun, ça devient un problème. Donc on a un problème de cohérence globale qui se manifeste aussi dans la cohérence opérationnelle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas là où on va. On ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait. Donc, est-ce à dire qu'un leader ne doit pas être présent sur le terrain? Non, non, non. Il y a plusieurs vertus à avoir un leader qui soit présent sur le terrain. Donc, la présence physique a ceci de particulier qu'elle rassure. Elle montre une certaine forme de courage. Elle humanise aussi. Elle humanise. Ce qui fait donc que, du fait de cette humanisation-là, elle crée une connexion encore beaucoup plus grande entre le leader et ceux qui suivent. Elle transforme la mobilisation en force collective. Voilà le côté positif de la présence d'un leader. Okay? Vous pouvez être pasteur d'église, on ne vous voit jamais dans votre chapelle. Parce que le pasteur, c'est aussi un leader. C'est un leader. À son niveau, c'est un leader. Mais le problème principal, quand on regarde cela, c'est qu'on a une vision restrictive du mot présence. Tout ce que nous demandons à un leader ici, c'est d'être présent. Ok, mais avant d'y arriver, je vais essayer d'abord de vous dire pourquoi est-ce que la présence physique peut être un problème. La présence physique peut être contre-productive. Et c'est ce que nous avons compris intuitivement. Je dis que nous ici, qui reprochons au fait à Issa Chiroma aujourd'hui d'être à l'étranger, nous avons compris que la présence physique peut être contre-productive si elle met en danger immédiat le leader. Ça devient contre-productif. Bonsoir Guy. Bonsoir Guy. La présence d'un leader sur le terrain peut être contre-productive. Pour une deuxième raison, si elle met même en danger le peuple. Vous avez vu les méthodes de Biya, ok? Pour aller chercher Issa Chiroma, il était prêt à lancer une bombe sur Garoua. Tuer 100 000 personnes parce qu'il veut récupérer un individu, parce qu'il veut neutraliser une seule personne. Il en est capable. Donc, je dis, un leader responsable peut comprendre que sa présence là, à Garoua, c'est un danger, pas pour lui-même seulement, mais pour le peuple de Garoua. Alors, il sort de la ville de Garoua. Il se met à l'abri pour protéger le peuple. Donc, rien que, enfin, avant qu'on y arrive et tout, on va continuer toujours à parler ici, là. On va toujours continuer sur la présence physique. La présence physique du leader sur le terrain peut être contre-productive si elle permet au camp d'en face, le pouvoir Biya, d'alimenter sa propagande en neutralisant le leader. Une fois qu'on a pris le leader, on montre qu'on est le plus fort, on démoralise l'essentiel de la troupe et c'est comme ça là qu'on met fin à la lutte collective. Parce que en coupant la tête du mouvement, en coupant la tête du leader, ok, on instrumentalise cette arrestation et on met fin au combat, on a gagné. On a gagné. Voilà ce qui fait que quand on est leader, on doit tenir compte de tout cela, apprécier et savoir quand est-ce qu'il est bon d'être sur le terrain, quand est-ce qu'il est bon, quel est le meilleur moment de partir. Nous avons vu au début, parce que j'ai vu des gens qui ont commencé à sortir des captures d'écran. Ah, Issa Chiroma avait dit qu'il devait être parmi nous, il ne partira jamais, il devait être là. Non, mais je dis que le leader apprécie. Le leader apprécie. Un leader ne doit pas se sacrifier inutilement. C'est qu'il n'a aucune notion de leadership.
Quand on a vu au début du mouvement, le 26, 27 octobre et tout, il y avait, quand on regardait le niveau d'engouement, on va dire qu'on a atteint notre pic de mobilisation aux alentours du 27 novembre, après, du 27 octobre. À partir du 27 octobre, ça a commencé à décroître. Le nombre de personnes qu'on voyait dans la rue allait décrescendo. OK? C'est dans ce contexte-là que beaucoup de gens disent qu'il aurait été, il serait été mieux pour Issa Chiroma de rester à Garoua, dit qu'attend qu'il y ait du désert autour de lui, se faire prendre comme une poule mouillée et pour justifier une certaine forme de bravoure. Ils n'ont rien compris du leadership. Le leadership n'est pas l'héroïsme compulsif, c'est la stratégie. La vraie présence du leader, elle est politique et symbolique. Et c'est en ce sens que j'ai fait une publication ici là sur Facebook où j'ai reproché cela au candidat président Issa Chiroma, le silence qu'il avait commencé qu'on commençait à voir à un certain moment. Okay? Parce que la vraie présence d'un leader qui compte effectivement, c'est cette présence politique, c'est cette présence symbolique qui se manifeste par la prise de parole régulière, en donnant des directions claires. Quand on est un leader, on sait là où on va, on donne, on dit que voilà, ville morte 3, 4 et 5 novembre, on revient maintenant encore donner d'autres mots d'ordre qui sont clairs. La présence d'un leader, quand on parle d'une présence politique et symbolique, elle se fait aussi par la dénonciation constante. Tout cela, nous avons vu à Maurice Kamto. Vous avez vu que chaque fois qu'il y a eu un événement au Cameroun, de positif, de négatif, vous avez vu le professeur, le président Maurice Kamto prendre la parole en permanence. Il se montrait toujours présent. Que ce soit un Bensikina qui était persécuté par une autre moto, vous devez voir un communiqué du président Maurice Kamto. Vous voyez un militaire qui a été tué par Boko Haram, vous voyez un communiqué de Maurice Kamto. Un militaire qui a tué des civils, vous allez voir le communiqué de Maurice Kamto. Je parle de Maurice Kamto avant les élections de 2025, qui se montrait toujours présent par la prise de parole effective. Il se montrait présent par le partage de sa vision. Vous avez vu, c'est ça qu'il avait mis, comment on appelle ça là, la pensée de Maurice Kamto. Chaque jour, une pensée qui était produite pour montrer que le leader est toujours là, le leader est toujours présent. OK? Et en faisant tout cela, il donne du courage même à la population. Par cette présence régulière là, par la prise de parole, on donne du courage à la population. Et surtout, il est important de faire tout cela en coordonnant, en étant en lieu sûr. Être en lieu sûr ici, là, fait quoi? Ça nous permet de protéger la capacité du leader à agir demain. Protéger la capacité du leader à agir demain, c'est ce qui a été fait par Issa Chiroma. Okay. Moi, j'ai eu à lui reprocher cela. Je dis, je n'étais pas dans une situation où je lui dis que depuis 2018, depuis 2020, depuis 2023, depuis 2024, c'est circonstanciellement depuis juillet 2025 que je peux dire, j'ai commencé à regarder Issa Chiroma différemment. Donc, c'est pour ça que de cette position-là, j'étais un peu plus ou moins fondé à dire que voilà, je ne suis pas allé vers toi par adhésion, je suis allé vers toi à cause d'une vision partagée. Donc, tu dois être beaucoup plus rassurant. Tu dois prendre la parole de manière un peu plus régulière. Tu dois t'exprimer, tu dois nous rassurer en permanence. On n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de toi sur le terrain. Mais tu dois nous rassurer par ta prise de parole. On doit sentir ta présence. On doit sentir ta présence. On ne veut pas que tu sois comme Bia. Qu'on nous dise seulement qu'il est présent à Cameroun, mais personne ne sait là où il est. Et c'est dans ça
Et puis, depuis un certain temps, on a déjà vu que au niveau de la prise de parole, ça s'est fait déjà de plus en plus, de mieux en mieux. Il a nommé un porte-parole qui est l'avocate Alice Com, qui le fait déjà. Si vous avez vu de là où il est, on peut dire qu'il est un peu limité, mais il est déjà en train de réparer ce côté communicationnel là, qui manquait un peu dans son leadership et qui manquait aussi à la, je dis, je ne sais pas comment je vais appeler ça, je dis que la revendication du peuple camerounais, portant sur l'élection présidentielle et tout. Donc, on a élu un président. Nous tous, nous voulons que ce président-là entre en exercice, prenne fonction. C'est pour ça que nous sommes toujours là dehors pour dire, OK, nous sommes en ordre de bataille. On n'est pas encore démobilisés. Donc, pour ceux comme Wilfred Kanga, qui sont en train de rire, qui sont en train de se gauzer du fait que Issa Chioma sera en Gambie, ou bien est en Gambie, je dis que non, on ne juge pas un leader sur sa capacité. On ne juge pas un leader sur sa position géographique. C'est pas là. La position géographique ici ne compte pas. La géographie ne définit pas un leader. Mais c'est la cohérence et le courage qui font d'un homme un leader. Le courage, quand on parle de la cohérence et du courage, il ne faut pas confondre ça à la témérité. La témérité aurait été pour Issa Chioma dit que je reste à Abgaroua, vaille que vaille. C'est qu'il n'a pas... il a une méconnaissance. Il ne prend pas en compte la situation générale et même particulière dans laquelle il se trouve. Donc on dit, le courage, ce n'est pas d'être téméraire, mais c'est de rester utile. On a besoin d'Issa Chioma vivant. On a besoin d'un Issa Chioma combatif pour pouvoir continuer à se battre pour que le respect des unes, le respect de la parole donnée le 12 octobre 2025 soit effectif. Voilà ce que nous sommes en train de voir, ce que nous demandons. Donc, j'ai dit, pour revenir à la situation ici, là, qui nous concerne, la présence d'Issa Chioma en Gambie, il ne faut pas voir en ça, un échec. Tout au contraire, quand on arrive à pouvoir lire le langage diplomatique, quand on a un peu une certaine idée de, je vais dire quoi, pas de la stratégie ici, parce que nous sommes ici là dans un combat, nous sommes déjà sur le terrain, nous sommes en mode opérationnel. Quand on peut pouvoir lire un peu les opérations, les manœuvres, on peut comprendre que nous sommes toujours, la bataille, elle est relancée plus que jamais à travers le communiqué officiel de la République de Gambie. Il y a des manigances, les manigances qui sont en train, les tractations ne sont pas sur le sort d'Issa Chioma, le sort personnel d'Issa Chioma, parce que là où il est en sécurité. Les tractations ne sont pas sur l'avenir politique d'Issa Chioma. Il était ministre pendant 25 ans, il n'est plus à l'attente d'un poste ministériel. Pas du tout. Les tractations ici là portent sur le sort à réserver à celui qui a volé les élections au Cameroun. Voilà, s'il y a objet de négociation, ça porte essentiellement autour de ça. Et justement parce que c'est ça l'objet même des négociations que vous avez lu dans le communiqué du gouvernement gambien, il est important pour ceux qui reconnaissent que Issa Chioma a gagné les élections de se remobiliser 2 fois plus qu'avant, plus qu'hier. Parce que c'est en ce moment-ci qu'on compte les forces en présence. Et c'est justement parce que c'est dans ce rapport de force-là qu'il y aura un vainqueur. Qui sera, la balance va pencher vers celui qui va sortir gagnant de ce rapport de force. Il faut rester mobilisé. Il faut continuer à revendiquer de manière encore beaucoup plus forte, véhémente. Quand je parle ici forte, véhémente, je ne suis pas en train de dire d'être agressif. Il faut, si on dit ville morte, rester chez vous.
Nous sommes en pleine négociation et c'est dans ces négociations-là que le fait accompli peut prendre le dessus. Si on est dans une situation où tout le monde obéit à Biya, même si c'est de manière passive, il va montrer au négociateur que celui qui gère le pays, il a le contrôle du pays. Mais si on est dans une situation où tout le monde est figé parce qu'ils suivent le mot d'ordre du président qui a été élu, qui est sorti vainqueur des urnes, la balance va pencher de notre côté. Parce que je vous dis que c'est là où une négociation est. Ça n'a rien à voir avec un certain avenir ministériel, ça n'a rien à voir avec un certain retour au Cameroun, ça n'a rien à voir, je dis une fois de plus, rien à voir avec le sort personnel d'Issa Chiroma. C'est le sort de Biya qui est en train d'être négocié. Et comme dans toute négociation, pour ceux qui ont déjà participé aux négociations, chacun vient avec un certain rapport de force sur la table de négociation. Okay? Si, je dis encore une fois de plus, tout le monde obéit à Biya, ça veut dire que celui qui est le président des fêtes du Cameroun, il n'y aura plus rien à négocier. Mais si on vient et que sur la table de négociation, tout le monde, il établit de manière claire, indiscutable, que tout le monde, la population camerounaise, obéit à un leader qui est Issa Chiroma, la balance va pencher du côté d'Issa Chiroma. C'est ça qui est, c'est ce qui est en train de se passer actuellement là. C'est ce que vous devez lire. C'est ce que vous devez lire et de comprendre derrière le communiqué qui a été publié par la République de Gambie. Vous ne pouvez pas dire autre chose. Vous ne pouvez pas dire autre chose. Donc, que Niamsi vienne justifier, dire que voilà, non, c'est parce que Issa Chiroma veut préparer son entrée au gouvernement, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Vous voyez, le gouvernement de Biya tarde parce qu'ils sont en négociation avec Issa Chiroma. Non. Biya a nommé son gouvernement le 4 janvier 2019, 4 mois après la fin des élections en 2018. Et depuis de 2019 jusqu'à date, il n'a pas changé quelque chose dans son gouvernement, malgré les décès multiples qui sont survenus parmi ceux qui occupaient la fonction ministérielle dans son camp. Rien. Je dis que c'est quelqu'un qui est sénile, qui n'est pas en mesure d'agir, et s'il n'agit pas, ce n'est pas parce qu'il est en négociation avec Chiroma. C'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est au Cameroun, c'est ce qui est. Toute autre attitude ici, là, c'est une attitude d'échec. C'est que ceux qui ne veulent pas respecter, qui sont déjà en train de dire qu'ils sont passés à autre chose. Et je vois ça de plus en plus du côté de... Il y a quelqu'un ici, là, qui est dans ce live-là, je veux le nommer Révolutionnaire Photo, qui est dans cette logique-là. C'est-à-dire que c'est beaucoup de gens comme lui sont là pour montrer qui veulent se convaincre d'une chose. Que au Cameroun, en 2025, il n'y a qu'une seule personne qui peut remplacer Biya. Et cette personne-là, c'est Maurice Kamto. C'est pour ça que beaucoup de gens comme mon ami Révolutionnaire Photo sont depuis juillet 2025 dans une attitude ici là de dire que voilà, c'est Kamto ou rien. No Kamto, no election. C'est ce qu'ils ont tenu comme c'était ça qui était leur motto, comment dire, leur devise. Zéro Kamto, pas d'élection. Ok? Malheureusement, il y a eu élection au Cameroun. Malheureusement, il y a eu un vainqueur, Issa Chiroma. Ils ne veulent pas. La pilule de la peine à passer. La pilule de la peine à passer. Donc, depuis, ils sont en train de vouloir chercher des éléments pour venir dire, on vous avait bien dit. On vous avait bien dit que Biya allait truquer les élections. On savait. Vous n'apprenez rien à personne en disant que Biya allait truquer les élections. C'est même justement parce qu'on savait que Biya devait truquer les élections qu'on a dit, prenons ces élections-là comme étant le vecteur idéal pour faire partie Biya. Parce qu'opérationnellement, toute autre méthode, nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas ces moyens-là. Okay? Tout le monde comprend aujourd'hui que si ce n'est pas le chemin institutionnel classique là,
pour faire partie Bia, oubliez. Atangana Clément devait proclamer Bia vainqueur. Tout le monde le savait. Mais curieusement, c'est depuis juillet 2025 que certains d'entre nous ont appris qu'on pouvait truquer les élections, que les élections n'étaient pas le chemin approprié pour aller aux élections, pour renverser Bia. Je dis malheureusement, beaucoup ont vu ça en juillet 2025, le 26 juillet pour être beaucoup plus précis, et ça a été confirmé le 5 août 2025. C'est depuis le 5 août 2025 donc, que certains ont vu que, ah tiens, il ne peut pas avoir, il n'y a pas d'élection possible au Cameroun. Bien, ne peut pas partir par les élections. Mais on apprend quoi à qui? Personne. Mais il était important qu'on nous établissions de manière claire et irréfutable à la place du monde que par les élections, Bia peut partir. Ce n'est pas que les élections vont les élections vont le vainqueur de Jésus, comment je peux le présenter? Tout le monde savait bien que Bia allait truquer ces élections-ci. C'est donc pour ça qu'on a dit allons aux élections. Allons, ayons une méthode pédagogique. Montrons ici là à tout le monde que Bia, ce n'est qu'il n'est tout qu'un usurpateur. On est parti aux élections de manière claire, sans aucun nombre de doutes. Il était établi qu'il a perdu les élections. Quel est donc maintenant l'intérêt pour nous de dire, ok, comme ce n'est pas notre candidat qui a gagné, mieux Bia reste. On commence à descendre les gens de Issa Chiroma. On commence à discréditer la lutte même pour l'alternance à la tête du pays. On discrédite ceux qui sont en train de le mener aujourd'hui au Cameroun. Juste parce que nous sommes dans une logique la logique est simple. Pour montrer que ma voix est la meilleure, il faut que je montre que la tienne est mauvaise. Voilà ce que les Wifé et Kanka sont en train de faire depuis. Ils nous appellent les Gambiens. Et on nous appelle. Et dans les 48 heures, il fait ceci, il rit. On n'est plus dans la lutte, on est dans la raillerie, on est dans la moquerie, on est dans la comédie. Il faut dénigrer en permanence ceux qui ont dit que, comme Maurice Kamto nous l'avait dit, qu'on pouvait changer ce pays-ci par les urnes. Et c'est ce qui a eu lieu en octobre 2025. Par les urnes, il a été établi que Bia a perdu. Il est donc important maintenant que le peuple camerounais se mobilise pour faire respecter leur volonté. Mais on constate que d'autres sont déjà en train de préparer les élections de février-mars 2026. Là, la tête est déjà aux élections législatives. La tête est déjà aux élections législatives. Et on s'en fout. C'est déjà un fait. Paul Biya a gagné. Paul Biya est président. Laissons-le. Et ils veulent nous emporter tous dans ce truc-là. Et nous, on leur dit que non, mes chers amis, nous avons le mérite d'être cohérents. Et quand on est cohérent, on a toujours et toujours raison. On ne peut pas avoir tort en restant cohérent de bout en bout. La cohérence était de dire, ok, on va aller aux élections de 2025, on va se donner les moyens d'aller aux élections. Aller aux élections, ce n'était pas dire, ok, nous partons aux élections pour faire de telles personnes présidents. C'était aller aux élections pour faire tomber Bia. Par les élections, Bia est tombé. Bia a perdu, je veux dire. On part par les élections, Bia a perdu. Maintenant, il est question d'assumer ce vote-là, de faire tomber Bia. Et c'est dans cette logique-là que nous sommes. Donc, est-ce que ça dit que on va forcément y arriver? Comme en 2018, Bia est resté au pouvoir pendant 7 ans, de 2018 en 2025, même comme il a perdu. Est-ce que pour autant dire que comme il va le faire, il faut rester les bras croisés, se coucher devant lui, dire ok, il a gagné et puis sans résistance? Non, on doit continuer la résistance là. Et j'ai dit encore que nous avons ici, contrairement en 2018, nous avons Bia et Issa Chiroma qui ont tous le même parent. Vous regardez aujourd'hui au Cameroun, l'indécision dans laquelle la France se trouve, c'est qu'elle ne sait pas choisir, elle ne sait pas lequel de ces deux enfants choisir. Et moi, je dis encore que je n'ai pas honte à assumer le fait que la France puisse venir choisir le candidat qui était le mien, Issa Chiroma. Si la France dit que Issa Chiroma est président au Cameroun, je vais applaudir, je serai content. Je serai content et je serai
C'est d'autant plus content que j'aurai le sentiment d'avoir contribué à cette réussite-là. Je ne peux pas dire, OK, que je suis pour Issa Chiroma, je m'en vais aux élections, je mets mon bulletin dans l'une pour Issa Chiroma, et quelqu'un vient, il veut voler mon vote, il me dénie cette citoyenneté-là, il me dénie le fait de pouvoir choisir ce qui est bien pour moi-même, et quand on veut me rétablir dans mes droits, je me mets encore à regarder la qualité, la couleur de ceux qui viennent m'aider à entrer dans mes droits. Non, 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 non. Je dis, si la France aujourd'hui vient dire, OK, bien dégage, je serai le premier à applaudir la France. Est-ce pour autant dire que c'est, comme je vous ai dit, Issa Chiroma n'était pas mon candidat. C'est un candidat par défaut. Mais je dois assumer mes choix. Je dois être cohérent de bout en bout. Je dois être cohérent de bout en bout. Non, je suis en train de dire, contrairement en 2018, où la France était déjà clairement hostile à Maurice Kamto, nous avons aujourd'hui un élément nouveau, c'est que l'hostilité qui était clairement affichée de la France vis-à-vis de Kamto n'existe pas aujourd'hui en ce qui concerne Issa Chiroma. Donc, ça donne encore des sources de motivation beaucoup plus grandes pour m'investir dans cette lutte-là, pour faire tomber bien, pour dire que même si de manière circonstancielle, j'ai le support de cette France-là, je ne vais pas cracher dessus. Je ne vais pas cracher dessus. Regardez, la France a soutenu Talon au Bénin, mais regardez que tous ceux qui sont allés au Bénin viennent témoigner ici. Le Bénin de 2025 n'a rien à voir avec le Bénin de 2018. C'est un pays qui est complètement transformé. Vous regardez aussi à côté, là, en Côte d'Ivoire, la France, vous avez vu que Alassane Ouattara, il est arrivé au pouvoir dans les chars français. C'est les chars français qui ont installé Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais vous regardez la Côte d'Ivoire de 2025, comparée à la Côte d'Ivoire de 2010, quand Alassane Ouattara prenait le pouvoir, c'est le jour et la nuit. C'est un pays qui est à tout point de vue comparable au Cameroun. Regardez le dernier budget. Le budget de l'État ivoirien en 2026, aujourd'hui, je prends cet exemple pour dire, OK, Alassane Ouattara, c'est plus France-africain que lui, n'existe pas, non. Il n'y a que Biya qui est plus France-africain que lui au Cameroun, en Afrique. Mais son attachement à la France a été clairement établi. Le budget de la Côte d'Ivoire en 2025 est de 17 500 milliards de francs CFA. Alors que celui du Cameroun, de Biya, pro-français, comme Alassane Ouattara, il est d'à peine 7 500 milliards de francs CFA. Dans les 17 500 milliards de budget ivoirien, les gens m'ont dit, ah non, c'est un pays qui est trop endetté, qui est ceci et tout. Non, dans les 17 500 milliards de budget ivoirien, la part de la dette au financement de ce budget-là, il est de 7 000 milliards de francs CFA. Au Cameroun, sur un budget de 7 500 milliards de francs CFA, la part de la dette est de l'ordre de 5 000 milliards de francs CFA. La part de la dette est de l'ordre de 5 000 milliards de francs CFA. Donc vous voyez, en Côte d'Ivoire, on a 10 milliards de fonds propres qui sont générés par le pays. Au Cameroun, de Biya, en 2026, on nous dit qu'il y aura à peine 2 500 milliards qui viendront de fonds propres. Le reste sera le financement extérieur, la dette. On va avoir recours à la dette pour financer le budget camerounais. Donc, je dis, le point que vous voulez faire ici, c'est qu'on peut être France-africain, mais faire quand même progresser son pays. Je vous ai déjà parlé de mon idée de progrès. Je ne suis pas du genre qui demande que la fonction progrès soit de l'ordre exponentiel. Elle est de l'ordre logarithmique, ça me va. Si elle est logarithmique avec cette fonction-là, ça vient de la France, je dis que c'est déjà un bon pas dans la bonne direction, en attendant que, parce que l'arrivée d'Issa Chiroma ne veut pas dire, l'arrivée d'Issa Chiroma à la tête du Cameroun ne veut pas dire la fin de notre combat, de notre lutte politique. On a cette lutte permanente là qui est celle de l'indépendance réelle des pays africains, qui doit être menée, qui doit continuer jusqu'à la réalisation, jusqu'à la victoire. Donc,
il ne faut pas avoir de scrupules pour dire que Issa Chiroma est le candidat de la France. And so what? S'il est le candidat de la France, nous disons que très bien, c'est une bonne chose. À partir du moment qu'il travaille comme Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, comme Talon au Bénin, c'est déjà quelque chose de gagné. C'est déjà quelque chose de gagné. Bon, cher ami, je peux rester ici là encore pendant des heures, hein, mais bon, je crois que si je continue là, je serai en train de me répéter et tout. Mais bon, l'essentiel c'est que, je vous dis, on va se séparer là-dessus. Reprenez le communiqué officiel de la République de Gambie. Vous réalisez cela. Vous devez comprendre, vous devez prendre ça comme étant une source de motivation pour ne pas abandonner cette lutte, pour ne pas arrêter en si bon chemin. La Gambie nous dit que il y a des négociations qui ont en cours actuellement entre Yaoundé, Abuja, Issa Chiroma et tout. Je vous dis, oui, c'est vrai, il y a ces négociations-là, mais l'objet des négociations ne porte pas sur ce qu'on vous fait faire croire. Ce n'est pas pour que Issa Chiroma devienne ministre au Cameroun, non. Ce n'est pas pour que Issa Chiroma devienne vice-président au Cameroun, non. Ce n'est pas pour que Issa Chiroma rentre vivre à Garoua, non. L'objet des négociations ici, là, c'est le sort des biens. Mais dans les phases de négociation ici, chacun vient sur la table de négociation avec des acquis, avec un rapport, avec des forces. Il joue sur les faiblesses du camp d'en face pour pouvoir imposer son point de vue. C'est justement parce que nous sommes dans cette phase de négociation-là qu'il est encore beaucoup plus important au peuple camerounais de sortir en masse manifester son soutien à Issa Chiroma. Sortir dans des proportions qu'on n'a jamais vues au Cameroun, manifester le soutien à Issa Chiroma. C'est la voie du succès, c'est la voie qui nous permet de garantir, d'obtenir, de jouir de ce que nous avons, du vote que nous avons exprimé le 12 octobre 2025. Toute autre attitude, passive, attentive, continuez à obéir à Paul Biya, vous augmentez ses forces, vous lui donnez plus d'arguments pour se présenter sur la table de négociation et soumettre l'homme Chiroma. Donc, si Chiroma n'y arrive pas, ce n'est pas parce qu'il est en Gambie. S'il n'y arrive pas, c'est parce que nous, peuple camerounais, nous avons refusé, nous sommes abstenus d'agir, nous sommes déresponsabilisés. Ce n'est pas la faute d'un quelconque leader. Que personne ne vous trompe, que personne ne vienne vous dire que Issa Chiroma vous a abandonné. Non, c'est chacun qui se serait abandonné lui-même, personne d'autre. Donc, n'écoutez pas ces oiseaux de mauvais augure, les Franklin Nyamsi qui ont toujours eu raison. Hein. Toujours raison. Nyamsi a toujours raison. Je vous ai dit que Paul lui avait truqué, il a découvert quelque chose. Je vous ai dit que par les élections, il a trop découvert. Je dis, mais on ne le voit jamais sur le terrain. On ne le voit pas. On ne voit pas d'initiative propre. Il vit à Rouen, il vit en France. Il ne risque rien. Il ne risque absolument rien. Pour le peu de temps qu'on l'a vu dans un procès en France, c'était sur quoi? Malversation financière. Ce n'est pas à cause de ses engagements, à cause d'une idée. On ne l'a pas vu en procès en France qu'on l'a pris à Nyamsi, chef rebelle. Il est jugé en France. Non. Vous avez dit que c'est une cagnotte qui a été ouverte par Nyamsi. Oh, on a coupé mon salaire. Venez m'aider. C'est parce que je dénonce la France qu'on a coupé mon salaire. Venez m'aider, va la cagnotte. On cotise. Et puis la France vient nous apprendre que cet argent, c'était l'argent public qui a été détourné. Donc, pour que des gens comme Franklin Nyamsi soient pris, érigés en modèle, soient pris comme référence, boussole pour ce qui est pour le reste de notre lutte, il faut que le prochain motif qui va amener Franklin Nyamsi au tribunal soit d'ordre politique clair. Qu'on a vu, on accuse Nyamsi d'avoir monté une rébellion, d'être chef rebelle, d'être quelque chose de concret. Pas que ça porte sur les malversations financières et puis il vient nous dire que Issa Chiroma, il insulte. Vous voyez comment il est méprisant, il est dédaigneux vis-à-vis d'Issa Chiroma, de Maurice Kamto et consort. Et il veut nous donner des leçons. Donc je dis, détournez-vous de ce genre de personnes, restez concentrés sur votre lutte,
remobilisez-vous, que, une fois de plus, le message du gouvernement gambien soit source d'espoir, soit source de mobilisation pour notre lutte. Et ce n'est que par cette manière de faire, cette manière de voir là que nous allons triompher. Donc, mes chers amis, je vous souhaite à tous et à toutes, une fois de plus, une très bonne soirée. Moi, je suis, bon, enfin, je ne veux pas parler de moi. Allez, portez-vous bien. Merci, au revoir.